messieurs, bon week-end chez vous. Vous êtes à la chaîne YouTube Patrick Lokala Télévision. Situation ou conditions de travail au niveau de la boulangerie Pain Victoire. Il y a eu changement d'actionnaire, mais finalement, les droits des agents ne sont pas toujours respectés. Vous avez vu tout récemment le député provincial Mike Moukebaye qui est allé s'informer, recueillir les doléances de ces agents qui se trouvent dans sa circonscription électorale. Il a échangé avec eux, il les a accompagnés dans cette situation extrêmement difficile des changements d'actionnaires. Nous allons y revenir avec un peu plus de détails pour vous éclairer par rapport à cette situation, pour que tout le monde puisse avoir une idée claire sur ce qui se passe par rapport aux conditions de travail. Très souvent, nos compatriotes de Kinshasa comme de l'intérieur du pays sont malmenés par ces expatriés qui viennent faire des affaires chez nous. Oui, on peut faire des affaires chez nous, mais à condition que les droits des Congolais soient respectés. Voilà. Et puis, il y a une question orale avec débat que l'honorable Mike Moukebaye avait adressée au ministre des Finances du gouvernement provincial dirigé par Gentini Ngobila sur les fonds que le gouvernement central, à peu près 2 millions quelque chose que le gouvernement central alloue chaque mois pour l'assainissement de la ville. Comment sont gérés ces fonds de l'État? L'honorable Mike Moukebaye a tenté d'initier une question orale avec débat, mais la question orale avec débat adressée à ces membres du gouvernement provincial de Kinshasa a été rejetée pour irrégularité. Y a-t-il eu vraiment des irrégularités? Il sera là pour répondre à toutes ces questions et vous éclairer. Voilà, contradiction au niveau de la centrale électorale, la commission électorale nationale indépendante, où un calendrier a été publié, bien que beaucoup de gens l'avaient critiqué de l'extérieur, beaucoup d'experts l'avaient critiqué de l'extérieur, mais cette fois-ci, de critiques viennent de la part d'un membre du bureau. Il s'agit de la rapporteure Patricia Seya, de ce quoi chargée de la révision du fichier électoral, qui a dans sa lettre formulé des critiques à l'endroit du délai accordé par le calendrier de Denis Kadima à l'opération d'identification des populations. Denis Kadima pense qu'il faut 30 à 40 jours à chaque étape pour atteindre le montant, les chiffres de 50 millions d'enrôlés. Patricia C. pour sa part dit le contraire, ce délai est irréaliste. Il est impossible d'atteindre 50 millions d'électeurs au bout de l'enrôlement. Elle a même démontré qu'en 2018, avec le délai de 90 jours, 3 mois, soit, on était toujours incapable d'atteindre les chiffres voulus ou entendus, ce qui peut être impossible d'après elle par rapport à cette révision du fichier électoral, même si on a multiplié le nombre de bureaux, des centres d'identification, les CI, cette mission sera toujours impossible. D'où elle a formulé quelques recommandations. Elle a même exprimé des inquiétudes sur le fait que la CENI s'emploie depuis un moment à créer un climat de confiance entre le parti prenante et les dirigeants de la CENI. D'après elle, ce calendrier avec ces délais risque de détruire ce climat de confiance que la CENI tente à peine d'établir avec le parti prenant au processus électoral. Elle a tiré la sonnette d'alarme et nous allons voir dans les jours à venir si elle sera écoutée. Situation à la Cominière où 2 millions de dollars américains ont été bradés, les actifs de la Cominière bradés, des actifs évalués à une valeur de 154 millions de dollars américains ont été vendus à 33 millions, soit l'État a perdu 121 millions dans la nature. Gilles Alinguet, dans sa sortie médiatique, a même affirmé que les 33 millions ont été bouffés par les délinquants incorrigibles, pour ne pas reprendre ces mots. Qu'est-ce qui se passe? Grosse polémique entre d'un côté les camps de l'IGF, de Gilles Alinguet, et le camp de Adel Kaïnda, ministre du portefeuille de l'État. Nous allons y revenir tout au long de cette émission avec notre invité pour vous donner beaucoup plus de détails. Voilà, situation sécuritaire à l'Est. L'M23 dit vouloir se retirer, mais pour aller où? Au cours d'un meeting, le porte-parole du M23 a pratiquement savonné le président de la République.
D'où vient cette arrogance, cet orgueil? Est-ce que les faiblesses du gouvernement fait que le M23 devient de plus en plus prétentieux? Jusqu'où irait cette situation? On en est aujourd'hui à près de 5 mois et demi depuis que Bunagana est toujours occupé par les troupes du M23 soutenues par le Rwanda. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adressera à la nation aujourd'hui à travers les discours État de la nation. État de la nation. Quelles sont les attentes des Congolais par rapport au discours du président de la République? C'est la grande question que nous allons nous poser certainement, que nous allons nous faire une idée sur ce qu'il va dire, nous allons suppiter, mais au moins, est-ce qu'il y aura des éléments nouveaux par rapport à la situation sécuritaire? Voilà. Je reçois spécialement pour vous ce week-end. Généralement, les rendez-vous est toujours pour le week-end. L'honorable Mike Mukeba Nkosso. Je rappelle ici qu'il n'est plus à présenter, mais sauf que pour des raisons de pédagogie, l'honorable Mike Mukeba est député provincial élu de la commune de Lingwala. Il siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'honorable Mike Mukeba est cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Honorable Mike Mukeba, bonjour. Bonjour Patrick Lokala. Comment allez-vous? Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo, je l'ai toujours dit. Si nous avions commis l'erreur de miser sur Félix Tshisekedi, je crains fort que le Congo ait déjà disparu, le Congo et son peuple. En fait, c'est la Providence qui nous protège autant qu'elle protège la faune et la flore. Donc les Congolais ne peuvent pas compter notre vie est régulée par, sur le leadership et sur l'État. Non, vous ne pouvez pas. C'est sur la volonté du Seigneur. Non, sur la volonté du Seigneur. Nos compatriotes de l'Est l'expérimentent encore plus cruellement que nous. Ils ne sont pas protégés par l'État, plus cruellement que nous. Ici, vous verrez qu'il y a des Congolais qui sont victimes de graves violations de droits de travail par-ci et par-là. Pendant ce temps, vous allez entendre la ministre du Travail dire dans le média que tout va bien. Dans telle ou telle autre entreprise, elle est plus préoccupée par ses prébendes à lui, à elle, que par le sort des Congolais. C'est la Providence qui nous protège. La Providence. La Providence. Là, on vit comme des animaux pratiquement. Mais si, je vous en prie. On n'est pas dirigé. Si, je vous en prie. Le pays n'est pas géré. C'est cela la triste réalité. Ce n'est pas extrême ce que vous dites, honorable Mike. Bah, alors, est-ce que vous pouvez vous déplacer, vous, et aller vous réfugier quelque part dans l'un de ces camps de déplacés qu'il y a et expérimenter avec ces Congolais-là leur vie au quotidien? Vous pourrez le faire? Vous prendrez ces risques-là? Vous n'irez pas, non? Si je vous demande en ce moment-là, à ce moment-ci, de faire le déplacement de Béni, Boutembo et d'y séjourner pendant quelques jours, vous n'irez pas, non? Mais nous avons un gouvernement en place qui n'arrive pas à restaurer la paix dans cette partie de la République depuis 4 ans que Félix Tshisekedi est là. Rien, aucune avancée. Pire, au jour d'aujourd'hui, nous ne parlons plus d'état des sièges. L'état des sièges a été décrété dans 2 provinces de la République et n'a donné aucun résultat. Et vous savez qu'il y a quelque temps, plutôt que de nous dire dans quelle mesure les objectifs en rapport avec la sécurité dans ces 2 provinces étaient atteints, nous a fait comprendre que l'état des sièges a permis l'accroissement des recettes, comme si c'était ça l'un des objectifs de l'état des sièges. Donc, pour connaître une croissance de recettes, il faut d'abord laisser s'installer des forces ennemies et par la suite y aller instaurer l'état des sièges et vous passez à un accroissement de recettes. C'est cela la méthode Félix Tshisekedi. Et quand on nous parle de cet accroissement, mais c'est de quel ordre cet accroissement? Il faut que le Congolais soit soumis aux affres de la guerre pour que les recettes augmentent. Et quand les recettes augmentent en une situation comme celle-là, elles vont servir à quoi? Si ce n'est qu'à financer les efforts de guerre. Quelle façon de réfléchir de la part d'un pouvoir? Non. C'est triste, mais on est obligé de rester pendant une année dans cette situation où vous dites que l'État est incapable d'assurer rien du tout. On est quand même contraint d'y rester jusqu'en 2023. On ne sait pas s'il y aura élection. Vous parlez justement de conditions de travail. Certainement, je vous ai vu chez Pain Victoire accompagner nos compatriotes en difficulté. Je n'avais pas eu l'occasion de vous poser la question sur cette question. Qu'est-ce qui s'est passé finalement autour de Pain Victoire avec ces manifestations, ces sit-ins des agents? Pain Victoire, c'est 3 entreprises en fait. Il y a Pain Victoire, il y a Transgazelle et Mino Congo. Et ces entreprises ont connu de sérieuses difficultés.
lorsque le patron a été frappé par des sanctions américaines, soupçonné de soutenir l'Hezbollah avec des fonds en provenance de ses activités à partir de Kinshasa. Et finalement, elles ont été mises en liquidation et les employés ont été appelés à choisir entre ceux qui vont accepter de passer chez le nouvel employeur qui s'appelle GMK Grand Moulin de Kinshasa, donc qui reprend les trois entreprises liquidées, ou les autres qui, eux, préfèrent toucher leur décompte final et s'en aller. Et donc, un travail a été mené dans ce sens. Je crois 350 agents sur un millier, si je ne m'abuse, ont décidé de résilier le contrat, donc de tirer les conséquences de la liquidation. Et au jour d'aujourd'hui, nous en sommes au calcul de décompte final pour désintéresser ces agents-là. Mais le petit hic, c'est qu'à ce jour, il y a aussi un autre problème. Celui-là est lié aux cotisations des agents. Les agents accusent l'employeur d'avoir pas versé les prélèvements des cotisations sociales à la CNSS. Donc il fallait vérifier, avoir la certitude certifiée de la part de la CNSS que ces cotisations étaient versées. Si elles étaient versées, auquel cas, il fallait donner à ces agents-là un numéro d'affiliation qui pouvait leur servir partout où ils iraient. Si elles n'étaient pas versées, il fallait calculer alors ces cotisations et donc intégrer le montant global prélevé pendant une durée de temps donnée. Donc intégrer ces cotisations dans le décompte final à donner à l'agent. Donc nous sommes encore à cette étape-là et les choses n'avancent pas beaucoup. Nous essayons, nous, de continuer à assumer notre rôle de médiateur ensemble avec l'honorable député national Ados Nobassi et les journalistes Israël Mutombo et croyons que l'employeur sera assez réceptif pour que nous arrivions à un compromis, à un arrangement pour, au mieux de toutes les parties, au mieux des intérêts de toutes les parties. Vous y croyez quand même? Oui, j'y crois. Très bien, mais où est l'État dans tout ça? Non, l'État, lui, est quasiment aux abonnés absents. On n'allait pas poser la question à Madame la ministre du Travail. Elle est passée par là plus d'une fois et pour aller chanter par la suite les louanges de l'employeur. C'est cela la triste réalité. Nos autorités ne protègent pas le Congolais sur le sol congolais même, car ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Que des agents s'interrogent sur la destination des cotisations, c'est une question qui aurait dû être réglée depuis très longtemps par la ministre du Travail. Comment est-ce que des prélèvements sont opérés et que les agents ne disposent pas des numéros CNSS et de cartes d'affiliation? Existent-elles ces cartes-là? Mais en tout cas, elles n'ont pas été mises à la disposition des agents. Donc vous comprenez que nos autorités sont préoccupées à autre chose qu'au sort des Congolais. Chacun d'entre nous, quand il arrive en responsabilité, se préoccupe de l'avenir des sciences, disant dans ce pays, il n'y a pas de carrière qui paye et qui assure la retraite. C'est le moment pour moi d'accumuler et d'assurer ma retraite. C'est cela, le réflexe de quasiment nous tous, quoi. Très bien, réflexe de nous tous. C'est une situation très 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 grave. Je crois que ce n'est pas le seul cas que nous avons en République démocratique du Congo. Si on fait le tour de ces entreprises dirigées par les expatriés, vous vous rendrez compte qu'il y a des situations extrêmement difficiles. Nos compatriotes travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et l'État, qui a d'ailleurs des inspecteurs des travaux, je ne sais pas le travail que ces gens font sur terrain. Mais au moins, il faudrait que l'État ouvre l'œil pour ne pas donner raison au député Mike Mukeba qui pense que l'État a abandonné. Non, il n'y a pas à me donner raison. Je ne cherche nullement, je ne cherche nullement à avoir raison. Il s'agit du sort des compatriotes sur je dis que les faits vont vous donner raison. Je ne dis pas que vous cherchez. Oui, je ne cherche pas. Alors, les faits vous donnerez raison. Tant mieux, mais j'appelle simplement les autorités à assumer leurs responsabilités. Pas à se dire que non, il faut empêcher que le fait donne raison à Mukeba. Non, à rétablir les Congolais dans leurs droits. Pas que sur cette question-ci, mais dans bien d'autres entreprises où les Congolais sont soumis à des conditions infra-humaines en ce qui concerne la durée des heures de travail. Ce n'est pas respecté. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit les supermarchés qui sont à Kinshasa ici, l'heure d'arrivée est connue, mais l'heure de la fin du travail n'est jamais connue. Ben voilà, il y en a qui travaillent jusqu'à 0 heure.
Mais il n'y a pas d'heures supplémentaires qui sont payées. Oui, c'est dommage. C'est extrêmement grave, extrêmement grave. Je vous propose de parler de la situation de la communière, honorable Mike Mukebai. Il s'observe une grosse guerre médiatique entre les clans IGF, ou soit l'inspection générale des finances et le ministère des portefeuilles autour de la communière. La révélation du rapport de l'IGF rendu public il y a quelques temps parle d'un bradage énorme des actifs de la communière évalués à 154 millions de dollars américains, mais vendus entre 3 millions de dollars américains, soit l'État a perdu 121 millions. Julia Linguet ajoute d'ailleurs que les 33 millions ont été dilapidés dans la nature. Ce qui me fait le plus mal dans cette affaire, ce n'est pas ces actifs, ces parts de la communière bradées. Ce qui me fait le plus mal, c'est que 2 journalistes sont devenus des soldats au service du plus offrant. Celui qui paye et voilà, le journaliste relaie ce qui lui est rapporté sans en vérifier l'authenticité et les fondements. Ça fait très très mal. Il s'agit de faits, il ne s'agit pas des opinions. Des fonds de l'État ont été détournés. Est-ce vrai ou faux? Donc ce n'est pas à un journaliste d'aller pointer au cabinet d'Adel Kaïnda, de demander l'avis d'Adel Kaïnda et de les relayer en tant que tel. Non, c'est de confronter les faits, les différents rapports, ce que l'IGF a fait, et alors de dégager la vérité et de la restituer et la diffuser, la mettre à la disposition du public. C'est dommage que la plupart des médias ne vivent pas de la publicité, ne vivent pas de revenus ordinaires des médias et qui dépendent des individus. Et c'est cela les drames. Et ça ne profite pas au pays. Par la suite, les gens vont se plaindre que le monde ne nous aime pas, ainsi de suite. Mais quand déjà dans un pays, la presse en soi, en elle-même, ne sait pas s'accorder sur l'intérêt général, là, il y a vraiment un problème. Il s'agit d'un rapport qui est basé sur une enquête qui a été menée. Et cette enquête a constaté que des actifs de la communion ont été bradés. Sur cette question-là, personne n'a dit le contraire, que des actifs ont été bradés. Et ce bradage n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi. Il a commencé sous Joseph Kabila. Parce qu'au départ, la communière s'était mise en joint venture avec une société appelée Datomir. Et ça a été fait du temps de Kabila. 70% de la communière cédée à Datomir en contrepartie de certaines obligations, notamment de l'exploitation de l'entreprise, donc d'assurer son développement, de construire la route Manono-Lumbashi, de construire l'aéroport de Manono, de construire le barrage de Pianamanga qui allait alimenter les sites en courant électrique pour pouvoir passer à l'exploitation. Ça n'a jamais fait, mais cette Datomir a bénéficié de 70% qu'elle a cédé par la suite à une entreprise australienne, AVZ, en grande partie. Il a cédé en grande partie ces actifs-là. Et AVZ, au moins, s'est mis au travail. Mais par la suite, quand Félix Tshisekedi arrive, donc, Communière dispose en ce moment-là de 30% de participation. Qu'est-ce qui se passe un matin? Il est décidé de céder des actifs. 15% des actifs à céder à une entreprise chinoise. Ces actifs sont cédés. Et en contrepartie, le produit de cette vente rapporte à la communière 33 millions de dollars. Vérification faite le jour de la conclusion de cette session, le jour où ces fonds ont été versés, ces actifs valaient 154 millions de dollars. Donc, en fait, 121 millions de dollars sont partis en fumée. Il se trouve des journalistes pour défendre cette cause-là. 121 millions de dollars partis en fumée. Et vous savez comment que ça se passe? C'est depuis le temps de Kabila. Des actifs de la GECAMINE sont sous-évalués, mais on sait à qui on les cède pour par la suite aller partager la plus-value. Mais ce qui est plus grave, c'est que sur le 33 millions, nulle trace d'un seul rond de 33 millions de dollars dans les caisses de l'État. Les 33 millions ont été partagés sous forme de collation, ainsi de suite. Donc, à ces jours, pour des minéraux aussi stratégiques et importants, appelés minéraux du futur, l'État a cédé 15% sans encaisser un seul dollar. Même pas un dollar. Pas un dollar. Et il se trouve de journalistes pour défendre cette position-là. Ça, c'est très grave. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette question de cession de 15%.
5 autres pourcents ont été cédés à une entreprise appelée MCS, sous couvert d'une jointe venture appelée Manomine, mais sous la pression de la même dame du portefeuille. Lors de pourparlers qui devaient aboutir à la cession de ces 5%, les experts des mines n'avaient pas été d'accord. Ils avaient opposé un veto et Madame la ministre des Mines avait refusé d'apposer son contre-seing sur ce document. Mais c'est la même dame du portefeuille qui a imposé au conseil d'administration de Cominière de céder ces 5%. Donc 5% cédés encore sans aucune explication à une autre entreprise. Donc plus ou moins 50 millions de dollars, sinon on doit s'en tenir à la valeur quand on regarde ce qui a été cédé à 33 millions, alors que ce 15% valait en réalité 154 millions. Donc encore 50 millions de dollars partis en fumée. Donc dans cette affaire, l'État a perdu... L'État, au jour d'aujourd'hui, mais il y a déjà 5 autres pourcents qui avaient été déjà cédés par le passé à la même Datomir sous prétexte d'aller chercher des fonds sur le marché international pour construire la route Manono, Lumbashi, ce qui n'a jamais été réalisé. 5% cédés à l'époque sous prétexte qu'il s'agit d'un prêt. Et qu'une fois que Datomir aura obtenu des fonds, aura réalisé l'investissement, et Datomir s'engageait donc à rembourser cette créance. Vérification faite de la part de Jules Alinguetti, c'est là l'occasion de lui dire bravo pour le travail qu'il a bas. Vérification faite, les documents parlent d'une cession définitive et irrévocable à titre onéreux. Donc contre argent. Donc irrévocable, et donc Datomir a payé. A payé combien? Personne ne sait à ce jour. Donc nous avons perdu 25 sur 30% d'actifs dans une entreprise aussi stratégique. Et je vois le ministre de l'Industrie parcourir le monde, je l'ai vu au sommet de la francophonie, et se taper la poitrine pour dire nous allons construire une usine de batteries. Vous allez la construire quand et où et avec quels moyens? Et comment? Quand vous cédez, quand vous bradez ces actifs-là. Et là, ce qu'il y a de plus scandaleux, c'est que j'apprends que le chef de l'État a tapé du poing sur la table. J'aimerais bien le croire. J'aimerais bien croire à sa bonne foi. Peut-il dire aux Congolais qu'il n'était pas au courant de toutes ces transactions? Pour des transactions qui valent autant d'argent, des millions de dollars en dizaines, des dizaines de millions de dollars, ça n'a jamais été discuté en Conseil des ministres. Nous, cette manie-là du chef de l'État de laisser faire, avec ou je ne sais pas son implication, je ne sais le dire, mais en tout cas de laisser faire, et que par la suite, quand il y a clameur publique, quand il y a dénonciation, de chercher à tirer son épingle du jeu en dégageant sa responsabilité, non, non, il est responsable. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. 2 650 000 dollars sont débloqués par le gouvernement central pour le gouvernement provincial en ce qui concerne la salubrité, et c'est lui qui a instruit que ces fonds soient alloués au gouvernement provincial, mais ces services ne suffisent pas. Mais quand il y a moindre pluie tombe à Kinshasa et que la ville est inondée, il dit qu'il n'y a pas de plan d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Non, Monsieur le Président, ce sont les fonds qui sont détournés. Un plan d'assainissement existe. Et par ailleurs, si vous ne le savez pas, si vos services ne suivent pas, ces fonds-là sont remis à des ONG improvisées plutôt qu'à la RASKIN, la Régie d'assainissement de Kinshasa, qui est la structure spécialisée dans le domaine et qui pouvait bien mener le travail d'assainissement. Donc cette manie-là, que les chefs de l'État se disent que ça ne passe plus dans l'opinion. Très bien. De laisser faire, de laisser pourrir, et à chaque fois, à la fin, non, Chile Gelou, d'ailleurs Chile Gelou en est un bel exemple. Il arrive, il tape du poing sur la table. Il a toujours tapé du poing. Là, c'est même, on n'en est pas la première fois. Là, c'était même en public. Depuis qu'il est revenu du Kasaï, y a-t-il eu des sanctions? Des gens ont rendu compte ici? Non. Mais c'est regrettable pour le pays. Et quand nous parlons de cette question de la communière, oui, applaudissions pour Jules Alinguetti, le travail qu'il fait. Mais ce travail n'est pas suffisant. Parce que la seule instance de contrôle ici, structure de contrôle, ce n'est pas que l'IGF. Les autres structures de contrôle sont quasi inopérantes, si pas totalement inopérantes. Je vois bien que nous mettons souvent Alinguetti en avant, oui, pour le côté positif du travail d'Alinguetti, il faut lui reconnaître à lui son mérite. Mais en ce qui concerne les gouvernements, non.
Ce n'est pas un mérite, le travail d'Alinguetti. Pourquoi? Laissez-moi vous citer ces structures-là qui sont opérantes. L'Assemblée nationale est l'organe de contrôle par l'excellence. Mais c'est là que loge la corruption, en premier lieu. Vous avez suivi cette affaire de 21 000 $. Des députés nationaux se sont présentés sur le plateau de télé pour démentir. Et il y a eu une commission ad hoc qui a été mise en place. Denis Sanga a été entendu, Jean-Baptiste Kasseko a entendu, et ce rapport jamais présenté en plénière pour examen. Et nous cheminons vers la fin de la session, la semaine prochaine. Les assemblées provinciales sont aux ordres de gouverneurs. Toutes les assemblées ici, si vous y allez, vous posez la question, les députés provinciaux bénéficient d'une rémunération occulte des dessous de table qui proviennent des gouverneurs appelés primes des gouverneurs. Ils ne sont pas en capacité de contrôler et les gouverneurs provinciaux. Il y a une autre structure qui s'appelle la CNRF. Elle est passée où? La Cellule nationale des renseignements financiers. La Cour des comptes, qui, elle, a le pouvoir de contrôler l'Assemblée nationale. Mais jamais, jamais le régime ne laissera la Cour des comptes faire son travail, parce que son premier client sera qui? Sa première cliente, l'Assemblée nationale, pour aller vérifier ces faramineux frais de fonctionnement qui sont mis à disposition de Mbosso et dont il dispose comme il veut. Il y a une autre structure, la direction de reddition des comptes au ministère national des Finances. C'est cette direction qui est chargée d'auditer et les assemblées provinciales, donc les bureaux des assemblées provinciales et des gouvernements provinciaux en ce qui concerne l'affectation des fonds publics mis à leur disposition. Mais vous savez ce que font les agents de cette direction quand arrive le moment, c'est dans quelques mois là, le mois d'avril, c'est le moment de la ristourne pour eux. Ils arrivent, ils font un travail sérieux, ils les présentent aux audités et ensuite c'est négocié et c'est un autre rapport qu'ils amènent à leur directeur qui attend le moment où qu'on lui retourne sa part de la ristourne. Vous avez une autre instance ici, l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Qu'est-ce qu'elle est devenue? D'ailleurs, les premiers députés ont été pris en flagrant délit et jamais sanctionnés. Sous Félix Tshisekedi. Vous avez au niveau provincial, ici dans la ville de Kinshasa, un service appelé inspection de service. Avez-vous déjà entendu parler de ce service? Vous vous êtes rendu déjà compte qu'une seule fois que ce service est opérant? Mais il y a une autre structure que Ngobila a créée pour donner du boulot aux copains, qui était dirigée jusqu'il y a peu par Rita Bola, la brigade antifraude. Elle n'a même pas de moyens pour son propre fonctionnement. Donc, Alinguetti, c'est bien beau, nous applaudissons, mais le régime ne peut pas se prévaloir des résultats d'Alinguetti. Parce qu'il y a lieu de faire mieux. Et vous ne pouvez pas assurer cette lutte-là avec Alinguetti et l'IGF seul. Le champ est tellement vaste que ce ne serait pas possible qu'Alinguetti porte ce combat-là à lui seul. Très bien. Mais au moins, lui, l'histoire lui reconnaîtra son mérite. Très bien. Il s'est illustré positivement. Il y en a qui pensent que la justice devrait ouvrir une enquête par rapport à l'implication du ministre des Portefeuilles dans cette affaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu, ne serait-ce que pour besoin d'informations, d'inviter le ministre des Portefeuilles, Maman Adel Kaïnda, devant les instances judiciaires pour si celui-là soit au moins entendu par rapport à tout ce qu'il y a autour de ces dossiers des communières? Si celui-là qui a le pouvoir d'injonction, parce qu'il en existe un ici qui a le pouvoir d'injonction sur la justice. Qui? Vous savez bien comment elle fonctionne notre justice. Elle attend toujours des injonctions. Quand c'est Patrick Lukala, des injonctions tombent très vite pour le prendre. Mais là, c'est des millions. Mais vous pensez que ces millions-là, ces millions dilapidés, si vous devez suivre la filière, ça ne remonte pas jusqu'au plus haut sommet de l'État, vous pensez? Sinon, le sommet aurait déjà réagi. Vous comprenez que ça n'a jamais été l'affaire d'un individu. Vous imaginez que cette dame puisse d'elle-même décider de la planification d'une opération de cette ampleur toute seule? Vous pouvez l'imaginer un seul instant? Vous pouvez vous imaginer? Elle n'a pas été seule? Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment clair. C'est vraiment clair. D'ailleurs, vous remarquerez que cette passivité de la justice dit tout. Mais qu'est-ce qui fait qu'au Congo, c'est une question qui me vient en tête, honorable Mike Mukibai, qu'est-ce qui fait qu'au Congo, ailleurs, lorsque 20 000 $, 10 000, 1000, voire même 1000, je me rappelle à l'époque, Manuel Valls avait voyagé avec ses deux enfants pour aller regarder le match de Barcelone.
l'État français avait exigé Non, à la différence... à Manuel Valls de rembourser l'argent. C'était un scandale. À la différence de ces États-là... Qu'est-ce qui fait que chez nous, des millions sont détournés? Je vais vous expliquer. Mais ça paraît normal. Non, à la différence... On peut même des gens pour défendre... À la différence de ces États-là, chez eux, la culture de la tolérance est présente dans les esprits des uns et des autres. De tous les animateurs, à quelque niveau que ce soit, c'est des gens qui sont liés à des contrats, dans des contrats avec l'État et qui n'ont rien à voir avec les pouvoirs politiques. Le magistrat qui est, je ne sais pas, ici, là-bas, dans telle ville de France, ne dépend pas de la volonté d'Emmanuel Macron, donc il fait librement son travail. Ça va un peu plus vite, puisque déjà, le régime lui-même, quand il arrive, il n'a pas de presse complaisante pour lui faire des cadeaux. Il y en a eu, Cazeneuve ici, qui a été déchu, un ministre. Les premiers médias qui ont sorti des informations compromettantes à l'encontre de Cazeneuve étaient des médias de la même obédience que lui. Mais c'est disant que s'agissant des deniers publics, il y a des choses qui doivent nous mettre tous ensemble. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais alors, chez nous, il faudra plus attendre demain. Parce qu'ici, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus qu'à pleurer. Il faudrait plus attendre l'impulsion de la part du chef de l'État. Étant entendu que nous ne sommes pas encore arrivés à ce degré-là de transparence. Donc, la lutte contre la corruption avancera le jour où nous aurons un chef d'État qui se dira à lui-même, pas à nous, à lui-même d'abord, dans son fort intérieur, de se faire cette conviction à lui que je ne suis pas venu pour m'enrichir. Et c'est ces jours-là que tout se déclenchera. Qui se disent à lui que je ne sors pas d'ici avec des villas, avec non, avec des participations dans telle entreprise, j'ai Equity BCD c'est nous. C'est cela. Donc, il faut croiser les doigts, espérer qu'un jour, nous ayons quelqu'un d'intègre qui arrive et qui donne l'exemple. Parce que le chef de l'État, ici, a des pouvoirs énormes sur le plan constitutionnel, surtout quand il est en même temps le chef de la majorité. Il a des pouvoirs énormes. Donc, il peut donner cette impulsion. Et nous avons entendu cette impulsion, elle n'est jamais venue. Malheureusement. Et puis, vous ne pouvez pas vous attendre qu'elle nous surprenne dans 12 derniers mois. Ah non. Des 104 millions de dollars américains détournés, mais l'État fonctionne normalement. À un moment donné, ça étonne, ça énerve. Bon, que voulons-nous? Honorable Mike Mokeba, on va aller chez vous. On va aller chez vous. Chez vous, c'est à l'APK. C'était chaud, hein? Oui, une question orale avec débat. Au ministre des Finances, je vous dis que c'est que sur les 2 millions, quelque chose qui 650 000 $. Comment est géré ces fonds? Mais la motion a été rejetée, vous aussi, pour irrégularité. Non, allons-y. Grave. Allons-y. Ce qui s'est passé, ce qui a été vécu jeudi dernier à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne peut être qualifié ni moins ni plus que de gangstérisme parlementaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Sous la signature de Godin Poy, gangstérisme parlementaire. J'ai initié une question orale avec débat, en bonne et d'une forme. Question orale avec débat adressée au ministre provincial des Finances et de l'Économie, Jean Ngoy Mvouzi. Je lui ai demandé des explications sur l'affectation de 2 650 000 $ du gouvernement provincial qu'il reçoit mensuellement pour assurer l'assainissement de la ville de Kinshasa. Je remarque que chaque fois que la moindre pluie tombe, de petites gouttes d'eau sur la ville est inondée, et les gens ne savent plus où mettre les pieds, les véhicules ne circulent pas, et Kinshasa est inondé jusqu'à nous amener à des morts d'hommes ici. Je voulais bien qu'il s'explique devant la plénière. Cette question a été transmise à qui des droits. Quand la question est transmise à qui des droits, ça signifie que la recevabilité a été déjà vérifiée en amont. Il n'y a que le bureau de l'Assemblée qui a compétence pour juger de la recevabilité. C'est dit au terme de notre règlement intérieur. La question a été transmise à qui des droits, une date fixée pour la plénière. Le ministre a écrit pour une première fois demandant un rapport, prétextant une maladie, un rapport de 2 semaines. Donc, quand il a demandé un rapport, ça signifie quoi? C'est qu'il avait acquiescé. Il a dit, je viens répondre, mais donnez-moi le temps de préparer ma défense. Retrouver ma santé aussi, ouais. Parce qu'il a dit qu'il était malade. Avant l'expiration de ces 2 semaines qui lui ont été accordées, il écrit une nouvelle lettre. Cette fois-là, il dit dans la lettre que la question n'est pas dans sa compétence, elle a été mal orientée, il faut la diriger vers
la dame chargée, comment on l'appelle, commissaire général chargé de l'environnement. Quoi, monsieur, vous avez commencé par dire oui, je viendrai, accordez-moi du temps, et par la suite, vous dites, vous, que la question est mal orientée. Les compétences étant d'attribution, d'où tire-t-il, lui, le pouvoir d'apprécier la recevabilité de la question orale? Lui ne devrait que répondre. Voilà. Bon, qu'importe, il n'est pas venu à la date répondre, et moi j'en ai tiré toutes les conséquences. J'ai donc décidé de formuler une motion de défiance contre lui. Ce qui a été fait mardi 6 décembre dernier. J'ai déposé la question, la motion de défiance au bureau, et le bureau devait la lui transmettre, et il était censé venir répondre dans les 48 heures, comme le dispose notre règlement intérieur. Les 48 heures tombaient quand? Tombaient jeudi dernier, donc le 8. Le 8 à la plénière, à l'ordre du jour de la plénière du 8, il n'était pas inscrit une question quelconque liée à l'examen de cette motion de défense. Moi, j'étais même surpris. Je ne savais pas que Godin Poyi était capable de jouer à la ruse. Pourquoi la question n'a pas été inscrite? Non, il joue à la ruse dans la gestion des affaires de l'État. Mais suivez, vous comprenez qu'il joue à la ruse. Allez-y. La question n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Godin Poyi m'envoie, me fait parvenir cette lettre ici. Le même jeudi, alors que je suis dans l'hémicycle, attendant que la plénière commence. C'est la lettre de Godin Poyi qu'il adresse au ministre. Et moi, je suis copié. Qu'est-ce qui est dit ici? Objet de transmission? Transmission, motion de défiance. Voyez-vous? Et dans la lettre, qu'est-ce que Godin Poyi dit? Il dit... Les jours où la motion devait être examinée... Attendez, c'est pas fini. Ouais. Regardez dans la lettre, vous comprenez quel est l'état d'esprit de Godin Poyi face au gouverneur Jean Ngobila et au ministre provincial. Parce qu'un jour, j'avais dit que celui-là était un soldat en garde à vous devant le gouverneur. On m'a dit que mes propos étaient excessifs. Mais vous allez voir, le président du bureau, qui sur le plan hiérarchique est autorité par rapport au gouverneur et par rapport au ministre, il écrit à un ministre, il dit l'honneur mes choix. Voyez-vous? L'honneur mes choix. Vous voyez ce qui est dans son esprit à lui, dans sa tête? L'honneur mes choix. Il se met lui-même en position de subordonné par rapport au ministre. Peut-être c'est une erreur. Non, vous voyez-vous? Ok. Il se met lui-même en position d'assujetti. Dans sa propre, l'honneur mes choix. Ah, mais alors, je vais lire la lettre. C'est le professeur Godin Poyi qui a écrit. Oui. Alors, je vais lire la lettre. L'honneur me choix de vous transmettre en annexe de la présente la motion de défiance contre votre personne et vous en souhaite bonne réception. En effet, sur pied des articles 212 et 214 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés provinciaux signataires de la dite motion m'ont saisi en date du 6 décembre 2022, donc mardi dernier, à travers une correspondance dans laquelle ils vous reprochent un certain nombre de faits. À cet égard, vous êtes attendus le vendredi 9 décembre 2002 à 10 h pour présenter devant la plénière vos moyens de défense. Donc le ministre est convoqué quand? Vendredi 9 décembre, la lettre de Godin Poyi, qu'il me fait parvenir jeudi alors que je suis dans l'hémicycle. Vendredi, donc lui-même brûle les 48 heures, convoque le ministre dans les 72 heures. Ok, tant mieux. Moi, j'ai dit, bon, ok, comme je dois rentrer à la maison et aller préparer cette motion de défense demain, je quitte la plénière avant la fin. Non, c'était de la ruse. Une fois que je suis parti, Godin Poyi fait lire une autre lettre du même ministre. Et celle-là, il ne me l'a pas envoyée en copie. Pourtant, il devait me l'envoyer. Et dans cette lettre-là, le ministre dit qu'il est empêché et en mission à Lubumbashi. Celle-là, je n'ai jamais reçu copie. Mais il a lu, à mon absence. Alors qu'il a convoqué le ministre pour vendredi. Vendredi, il a fait lire à mon absence. Lecture est faite, un député prend la parole, c'est comme ça que c'est scénarisé, pour dire le ministre est absent, suivez-moi très bien. Et c'est là que je parle de gangstérisme parlementaire. Le ministre étant absent, la motion ne peut pas continuer à attendre infiniment. Il faut la rejeter. Oh, quelqu'un... C'est le ministre qui est pris à défaut. Oui.
Puisque le règlement intérieur est contraignant, il devait se présenter dans les 48 heures. Il devait se présenter. On ne négocie pas le règlement intérieur. On ne négocie pas. Il devait se présenter. Lui, il est empêché. Et la conséquence... Il faut rejeter la motion. Et j'ai entendu dans sa défense... Ça, c'est quelle procédure? J'ai entendu dans sa défense dire que la plénière est souveraine. La plénière est souveraine en tout et pour tout, sauf en ce qui concerne les dispositions du règlement intérieur. Elle s'oppose à nous tous, ces dispositions-là. Et à la plénière. Et à la plénière. Alors dites-moi, le ministre est empêché, et vous dites que la motion ne peut pas attendre. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre motion? Elle est là. Et pourtant, le même ministre a signifié qu'il est empêché. Qu'il est empêché. Parce que lui, il est empêché. Empêché. La motion n'attend pas, on la rejette. Oui. Ah. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? C'est ce qui a été fait. C'est l'invention scientifique, ça. C'est ce qui a été fait. Et c'est ça. Et c'est comme ça que... Oui, la plénière a décidé de rejeter la motion. Parce que le ministre était empêché. Je ne dirais même pas en violation du règlement intérieur. Non. Je ne sais pas quelle disposition a été violée. C'est-à-dire ça a été fait en dehors du règlement intérieur. On a imaginé un scénario, on a dit, bon, écoutez, c'est nous qui sommes en position de force, qu'est-ce qu'il peut faire contre nous? Non, mais lorsque... Vous vous rendez compte? Rien n'empêche à cette majorité de respecter, ne serait-ce que le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Mais alors, comment on peut sortir du règlement intérieur? Et je vais vous dire une chose, et ça, je regrette beaucoup et je condamne, mais je me réjouis d'un fait. J'ai réussi à faire avouer à Godin Poyi quelque chose. C'est cela aussi, ce que lui ne comprend pas. Dans un média, il réagissait à mes propos, et sous couvert de l'anonymat, parce qu'il n'a pas voulu être cité, mais ça a été présenté comme la communication du bureau. Il dit que la fondation Godin Poyi n'est pas le principal bénéficiaire. Ah, il reconnaît. Il n'est pas le principal. Oui, mais il dit, oui. C'est-à-dire qu'il est un des bénéficiaires. Voilà. C'est ce que là, j'ai réussi à le lui faire dire. Il a craché le morceau. Oui, il a craché le morceau. Il a craché, les Quinois les savent au jour d'aujourd'hui que la fondation Godin Poyi est l'un des bénéficiaires. Alors, posez-vous la question, je ne la pose que sur le plan de l'éthique. Je ne vais pas aller sur d'autres aspects, sur la question de l'éthique. Quand un parlementaire se met à exécuter des projets de l'exécutif, il se transforme en agence d'exécution du gouvernement provincial. Qui contrôle qui en ce moment? Non, mais c'est l'anarchie. Et c'est comme ça que vous comprenez la résistance qu'il y a. On ne peut pas contrôler. Oui, parce que lui-même est concerné. Il y a un conflit d'intérêts. Oui, lui-même est concerné. Mais cela ne pouvait pas vous étonner parce que... Non, en fait, c'est pas vous dynamique. Oui, il reconnaît lui-même. Dynamique Ngobila, Poyi. Oui. Avec des députés qui ont des... Alors, il ne peut pas se bénéficier des mêmes fonds. Donc, vous étiez mal parti. Vous comprenez la résistance? Oui. Non, moi, j'étais pas mal parti. Par rapport à la réalité, parce que vous saviez que ça n'allait pas aboutir. Par rapport à cette dynamique qui bénéficie de ces fonds. J'ai réussi à faire dire à Godet ce qu'il ne pensait pas avouer sur la place publique. La fondation Godin Poyi n'est pas le principal bénéficiaire. L'un d'eux. Mais c'est l'un d'eux. Donc les Quinois ont compris le pourquoi de sa résistance à ma question orale et par la suite à la motion de défiance. Les Quinois ont compris. Vous avez gêné les intérêts. Oui. Les Quinois ont compris. C'est ça. Maintenant, il n'y a pas de suite. Hein. Mais quelle suite? Quelle suite? Il n'y a aucun moyen. C'est du gangstérisme, c'est tout. C'est un coup de force. C'est cela. C'est la marque de fabrique du système Tshisekedi. C'est ça, c'est l'union sacrée. C'est cela. Ah, c'est extrêmement... Et ce qui est vraiment... c'est que toute honte bue, je l'ai dit, toute honte bue, il y a 48 heures, Godin Poyi a tweeté pour réclamer les décaissements de ces fonds-là. Semble-t-il, depuis quelques mois, ces fonds-là ne sont plus... Il les réclame. Là où lui, il reconnaît qu'il est bénéficiaire. Lui, il est qui? Lui qui réclame, il est qui? Non, l'un des bénéficiaires réclame ces fonds-là. Dans un tweet, s'il te plaît. Non, mais il n'a pas qualité de réclamer les... Dans un tweet. Oh là là. Dans un tweet, il réclame ces fonds-là. Ah. Dans un tweet. Alors que par ailleurs, il reconnaît que sa propre fondation est l'un des bénéficiaires.
Et tout honte but, il réclame ces fonds-là. Et c'est l'occasion de demander un service à Félix Tshisekedi. Chose que je n'ai jamais faite. Je n'ai jamais rien demandé en tant que compatriote élu. Qui me laisse au moins lui demander un service pour la première fois. Quel service vous voulez demander à Félix Tshisekedi? Non. Qui donne des instructions claires. Que ces fonds-là ne soient plus débloqués. Clair et clair. Ces fonds-là servent à des individus. Il y en a un qui en a fait les aveux, lui-même, n'est plus les débloquer. Sinon, les débloquer qu'à une seule condition. Après en avoir vérifié l'usage antérieur. Très bien, honorable. L'affectation antérieure. Après en avoir vérifié l'affectation antérieure. Très bien, honorable Mike Moukibaye. On a vu la situation des Zando, des Lenguesa. Semble-t-il, je veux voir clair. Mais regardez comment nous sommes ridicules. À l'hôtel de ville. Regardez comment nous sommes ridicules. Au cabinet de Gentini, il y a de l'agitation. Oui, une très grande agitation. Et le dossier, on veut même les politiser. On dit non, voilà, on veut, après que Gentini ait servi Félix Tshisekedi, on veut les remercier à monnaie des singes. Attends, il les servi en faisant quoi? Il sert les Quinois ou il sert Félix Tshisekedi? Il sert les Quinois indirectement. Il a dit les serviteurs fidèles. Oui, ça le auprès de Félix. C'est pourquoi il dit Fachi Péton. Il chante pour louer Félix. Mais rendre service à Félix, c'est de travailler pour lui donner un bilan. C'est que les Congolais sentent que quelque chose change dans leur vie. Mais j'allais dire une chose, Patrick Lokala. Voyez-vous comment nous sommes ridicules, nous, Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est maintenant l'IGF qui fait le travail à notre place. Nous devons être ridicules. C'est à nous de poser ces questions à Gentini Ngobila. C'est à nous. Sur le marché central, ça dure 1 an, 2 ans, que les travaux n'ont jamais commencé. Ça dure. Chaque fois, vous attendez des annonces. C'est comme ça que je parle de cette presse à la petite semelle qui va servir des causes qui n'ont rien à voir avec les Congolais. Chaque fois que cette presse-là se présente, elle vient vous dire les travaux ont commencé. Mais la plus petite question à poser à Ngobila, c'est que l'entreprise contractante, celle qui a la charge de construire ce marché, elle est installée où est son adresse? L'entreprise n'a pas d'adresse. Mais posez la question. J'ai vu une certaine presse ici se faire inviter par Gentini Ngobila et se faire présenter des individus comme le responsable de l'entreprise contractante. Ils venaient d'où? Ils sont basés où? Voilà combien nous sommes ridicules, nous, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est l'IGF qui fait le travail. Il devait se gêner. En tout cas, moi, je l'ai fait à sa place. Marché central, les travaux n'ont jamais commencé et je vous l'ai dit, ne commenceront jamais. Peut-être qu'à un moment donné... Les travaux ne commenceront jamais. Mais jamais, puisque les fonds n'existaient pas, il n'y a jamais eu de contrat sérieux. Il n'y a rien de très sérieux qui a été conclu entre la ville et un tiers donné. Il n'y a rien. Il n'y a rien, je vous l'ai dit, qu'il n'y a rien. L'affaire là des Zando n'était que... Il n'y a rien. Non, les gens avaient un montage dans leur propre tête pour construire un ouvrage là-bas, c'est distribuer même les parts et ça n'a pas marché. C'est cela le problème. C'est ça le problème. Et l'Enguesa, dont vous entendez dont on parle. L'Enguesa, chaque fois que Gentini Ngobila ou son service de communication parle de l'Enguesa, il n'en donne jamais la longueur. Ils vous disent jamais c'est combien de kilomètres au total l'Enguesa. Ils disent toujours que cette route traverse 6 communes. En fait, c'est pour cacher le côté exigu du projet. C'est un projet exigu. Il est important, c'est qu'il décongestionne 2-3 communes, mais c'est un projet mineur. C'est à peine 6 kilomètres de route. Et ça a été le chantier phare de Gentini Ngobila au début de son mandat. Et à ces jours, ce chantier n'est jamais achevé. Posez à Gentini Ngobila quel est le moindre chantier qu'il a commencé, pas des travaux de réhabilitation, d'ouvrage à construire. Quel est le moindre chantier qu'il a commencé, qu'il a terminé à ces jours et livré au Quinois? Un seul, citez-le-moi, en 4 ans.
Il n'en existe pas un seul. Et Linguessa, c'est 6 km à peine de route. Ça doit nous prendre, si ça doit nous prendre 4 années, donc allez-y vous dire que pour 60 km, fois 10, ça va nous prendre combien? 4 ans, 40 ans pour construire 60 km de route dans la ville de Kinshasa. 4 années pour 6 km de route. Et encore, que Linguessa a été détourné de son tracé initial. Les travaux ont évolué, sont arrivés à un point donné. Ngobila s'est rendu compte que poursuivre sur cet itinéraire allait coûter plus cher, ce qui signifie qu'il y avait une mauvaise évaluation au départ du projet, et ils ont pris une autre voie pour déboucher plus vite sur Bypass. Détourné de son, trajet, de son itinéraire initial. Et à ce jour, les travaux sont à l'arrêt, où se font en compte-route. Les engins passent un jour la semaine. Je suis allé sur le lieu, j'ai visité. Alors, quand on parle du contrôle, j'ai visité ces sites-là. Quand on parle du contrôle, il y a un autre site, les sites Kikwit. Beaucoup de publicité autour, en réalité, pas grand-chose n'a été fait sur le terrain. Et on vous demande, comme cette chose que l'IGF vienne contrôler, il y a de l'agitation. C'est que vous avez on dit que c'est politisé. Politisé en quoi? Vous êtes gestionnaire, vous avez reçu des fonds. Vous avez exécuté en tout ou en partie, on vous demande simplement des comptes. Où est le problème? C'est quoi toute cette agitation des applications? J'ai vu même une sortie d'un certain Grandien Sakala, présenté comme le conseiller politique de Ngobila, qui s'explique là-dessus, qui dit, nous allons présenter ce qui a été fait, puisque les travaux n'ont pas été faits en régie, c'est des entreprises, et ces entreprises-là sont-elles liées par des contrats signés de manière régulière avec la ville? Non. Surtout Zando, c'est quelle entreprise? Surtout Zando, c'est quelle entreprise? Ailleurs, là, à Linguessa, quand vous y allez, vous ne savez pas c'est qui en fait qui est le bailleur. Des fois, c'est la ville qui donne des fonds. Des fois, c'est l'entreprise contractante qui préfinance. Des fois, les fonds viennent du gouvernement central. Oh. Oui, vous ne savez pas qui est le bailleur. Et c'est là la grande faute de Félix Tshisekedi. La ville décide de construire une route. Et Ngobila, tout malin qu'il est, il prend le chef de l'État et l'amène sur le site, en fait, pour le convaincre. Félix a visité. Il a visité pour le convaincre que ça, c'est un projet phare. S'il est exécuté, vous aurez des voix dans la ville de Kinshasa. Et les chefs de l'État donnent des instructions au gouvernement central d'appuyer. Ça ne se fait pas comme ça. Vous devez voir, évaluer ce que sa ville a fait. Et si vous devez venir en apprendre, ça doit être clairement établi à quelle hauteur et que doit mettre des mécanismes de contrôle. Ces fonds sont sortis plus d'une fois comme ça, sans qu'on demande des comptes à qui que ce soit, surtout pas en Ngobila. Et maintenant qu'on parle du contrôle, on dit acharnement politique. Non, on demande... Non, maintenant la question... Non, lui, il a chanté pour les chefs de l'État, vous voulez les... Mais non, ici, moi, c'est l'occasion de m'adresser à Jules Alinguetti. Encore une fois. Jules Alinguetti a réussi quelque chose de formidable à se mettre dans le cœur du Congolais, partout où ils sont, au pays comme à l'étranger. Cette fois-ci, je lui dis ce que j'attends de lui, c'est de faire plus pour le Kinois. Natif de Kinshasa lui-même, comme nous disons ici en Zago, Mwana Matete. Je demande à Mwana Matete, là, c'est faire plus pour le Kinois, ça veut dire pour quoi? le Kinois. Ça veut dire quoi? De mener cette enquête jusqu'à l'aboutissement. Nous voulons avoir le résultat de cette enquête. Sur Zando, Linguessa et Kikwit. Je voudrais vraiment, pour une fois, ce n'est pas que je suis en train de l'amener dans une logique sectaire, parce que son travail porte sur l'étendue du pays, mais je dis, pour une fois, moi, Natine. Moi, Matete. Que le Kinois voit clair. Kinois va mon Zando, et Linguessa, puis Kikwit. Nayebi te bana Kinshasa balingaka o ba Kongoma et pas Moussa Osaka. Siko bana Kinshasa balinga tala o ya bango. O biloko o tali bango taibo moyina bango. Zando elingesa Kikwiti. Mingi te suka ga wana misato na sengi o yango. Okomande o toko pakatawa. Nayebi sûr. Tu sais ce que ça demande ce projet là? Marché central 30 millions. 30 millions de dollars. Parce que la ville va trouver les 30 millions. Je connais les réalités des encaisses de cette ville. Chaque fois qu'elle va faire des emprunts par-ci, par-là, même si ce n'est jamais dit à la plénière, je suis au courant. Je suis au courant de ces transactions opaques, occultes, qui se font sur le dos de la plénière. Je sais.
Quand ils vont emprunter 3 millions, 4 millions de dollars là-bas, pour de petits ouvrages, et les 30 millions de dollars, ils vont le trouver où? Dites-moi. Ou bien quel est le bailleur qui viendra investir 30 millions sur un projet à l'issue incertaine, comme celui-là? Très bien. Merci beaucoup, honorable Mike Mokeba. On tourne la page de Kinshasa. Kinshasa, notre belle capitale, qui se meurt tout le jour, surtout quand il pleut. Même chez Gentini Ngobila, il faut un petit bateau pour entrer au cabinet. C'est ça la réalité. Voilà, honorable Mike Mokeba, situation de M23. Juste, on va survoler parce qu'il nous reste très peu de temps. La situation de M23, la dernière sortie médiatique ou le meeting de Willy Ngoma devant la population de Bunagana, il a nargué pratiquement Félix Tshisekedi. M23 veut quitter, mais pour aller où? Non, vous devez comprendre que dans la dernière déclaration du président burundais, c'est lui qui s'est trouvé le plus conforté, c'est Paul Kagame. Il faut comprendre les rapports de force et savoir lire entre les lignes. Le président burundais qui a pris la parole, ce ne pas comme président du Burundi, mais plutôt comme le président de la communauté East africaine, a dit que nous resterons chez vous autant que nécessaire, aussi longtemps que possible pour assurer la paix à votre place. Vous n'avez ni armée ni police. Ça conforte Kagame. Donc les pays de la région sont convaincus que le problème d'instabilité dans cette partie de l'Afrique, c'est la République démocratique du Congo. Et dû au fait que nous ne sommes pas organisés. Voilà. C'est cela, il faut savoir lire entre les lignes. Et alors, en ce moment-là, tout le reste ne dépend plus de nous, dépend de ces pays. La position du Rwanda, le M23, ça dépendra de la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est elle qui décidera. Nous sommes comme un État. Alors, en fait, le Rwanda vous dira, oui, d'accord, vous demandez au M23 de partir, mais en même temps, vous reconnaissez que dans cette partie-là, la République démocratique du Congo, il y a totalement faillite de l'État. Et même pas seulement dans cette partie-là. Le plus grand problème de la République démocratique du Congo, c'est la porosité de nos frontières partout. Ici à Brazzaville, notre frontière avec l'Angola, partout nos frontières sont poreuses. Je peux vous prendre à 22 h ici, vous mettre dans une pirogue et vous rejoignez la rive à Brazzaville. Sans aucun souci. Sans aucun souci, vous le savez très bien. Donc il y a des sérieux problèmes chez nous de sécurité. Et le Rwanda s'est retrouvé conforté. Il faut comprendre les choses telles quelles. Donc, la région se prépare à remplacer la MONUSCO. C'est la nouvelle MONUSCO qui arrive. La MONUSCO s'est installée. La nouvelle formule. Hein? Ben oui, la MONUSCO s'est installée pendant 20 ans. Ça n'a pas permis aux différents régimes, aux administrations qui se sont succédées ici, ça ne leur a pas permis de bâtir, de monter notre armée, de faire monter notre armée en puissance. C'est ça la triste réalité. Et maintenant, vous avez la nouvelle MONUSCO qui s'appelle Force Régionale. Mais qui ne combattra pas non plus. Hein? Ah, mais qui est là plus, mais c'est ça la réalité. Qui est là, oui. Ils sont plus préoccupés par la sécurité à leurs frontières à eux. Les Burundiens ont traversé la frontière, en fait, pour cantonner les attaques de ces rebelles. Ces rebelles-là peuvent rester chez nous, piller, tuer, mais qui ne traversent pas, c'est tout. C'est ça la triste réalité que nous allons vivre les prochaines années. Les Ougandais sont là, ils combattent moins. Ce qui les préoccupe le plus, c'est de acculer les ADF pour qu'ils reculent le plus de leurs frontières à eux. C'est cela la triste réalité. C'est vraiment dommage. Donc quand vous me posez la question sur l'arrogance du M23, je la trouve... nous allons nous contenter. Je la trouve à propos par rapport à la position des États de la région. Et cette position qui est défendue à la communauté est-africaine, c'est la même que l'Afrique dans son ensemble, quand nous serons réunis au niveau de l'Union africaine, va adopter. Nous ne sommes pas en mesure d'échanger la... Donc la région a déjà décidé ainsi, mais qu'est-ce que vous pouvez, vous, seul, un État, décider au niveau de l'Afrique? Qu'est-ce que vous pouvez décider au niveau des Nations Unies? Ça, ce sont les Africains qui l'ont décidé. On est mal parti. Avant que le Burundais ne nous le dise clairement, publiquement, mais je suis sûr que les canaux diplomatiques lui ont servi pour le faire savoir. Avec Tshisekedi, il n'a pas bronché en ce moment-là. Il n'a pas réagi comme il en a fait contre Paul Kagame. Hein. Non, non, il ne faut pas suivre cette passe d'armes qui ne sert à rien. Le Rwanda est en paix. Kagame a réussi à cantonner toutes ces hostilités-là chez nous. Ça ne concerne pas les Rwandais. Nous, nos compatriotes meurent. Nous devons être plus préoccupés. Et cette approche qui consiste au jour d'aujourd'hui à faire focus sur le M23 nous désoriente du problème réel d'instabilité à l'Est. Il y a 10 mois, le M23 n'était pas présent sur le sol congolais. Nos compatriotes vivaient en paix. Qu'est-ce qui explique la présence des forces burundaises dans le sud Kivu?
Là-bas encore, c'est les M23. Qu'est-ce qui explique la présence de Zougandais en Ituri? C'est encore les M23. Aujourd'hui, Félix est en train de chercher à nous amener à la cristallisation de l'instabilité autour du M23, alors que le problème est plus complexe. Le problème est lié au fait que l'État a failli. Nous sommes en face d'un État failli. Il faut construire le ressort régalien de l'État. A-t-il accompli cette œuvre-là dans les 4 années? Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a accompli? Quasiment rien. Cette question sensible du contrôle des armes légères et des petits calibres qui nous a conduit, nous, à être signataires d'un traité régional qui engage tous ces pays de l'Est-là avec nous, dans ce travail de contrôle des armes. Quel progrès avons-nous réalisé pour que le monde nous fasse confiance et nous permette d'accéder aux armes beaucoup plus sophistiquées? Nous avons une commission ici appelée une commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres. Vérifiez le plan quadriennal de cette commission, vous verrez que rien n'a été exécuté. Rien. Posez-vous la question sur la législation en matière de gestion de stocks d'armes et de munitions. Elle remonte à quand, cette législation? À 1985, elle est obsolète. Il y est fait mention du président de la République qui doit être en même temps président du mouvement populaire de la Révolution. Félix a passé 4 années au pouvoir. Qu'est-ce qui a empêché qu'il fasse évoluer cette législation, qui ne demande que la volonté et la vision? Ce n'est pas une question de moyens. La dernière réforme tentée en la matière a été entreprise en 2012 et est restée bloquée au niveau de la commission paritaire Sénat et Assemblée nationale. Quand le monde voit que même en matière de législation, qui ne demande que de volonté politique, vous êtes incapable de faire progresser votre pays, comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance en tant qu'État, qu'on vous permette d'accéder aux armes beaucoup plus sophistiquées par ce monde qui constate que vos armes à vous se retrouvent entre les mains incontrôlées des groupes rebelles, des groupes armés. Et craignent alors que si vous accédez à des armes beaucoup plus sophistiquées et qu'elles tombent dans l'escarcelle des groupes armés, que ça emporte la région. Une crainte légitime. Notre propre loi en matière d'exploitation des mines, elle encourage dans une grande partie l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes-nous posé cette question-là? Elle permet l'exploitation artisanale des mines. Alors, quand les mêmes qui arrivent sur l'exploitation artisanale des mines avec des moyens rudimentaires sont chassés par la suite, à la suite de la découverte des gisements importants sur le même site et qu'une entreprise dotée de gros moyens s'installe là, ceux-là qui sont chassés, les indigènes, là, les autochtones, ils font quoi? Ils prennent des armes pour aller prendre des forces, pour s'installer ailleurs. C'est un piège. La Codeco, qui est devenue ici un des groupes armés les plus redoutables, elle était quoi au départ? Une coopérative, non? Frustrée d'avoir été chassée ici ou là-bas. C'est toutes ces questions que nous devons prendre en compte. Je ne peux pas comprendre que nous soyons dans une logique de discours victimaire et de ne jamais nous poser la question sur notre responsabilité à nous en tant qu'État. Notre responsabilité à nous. Une réflexion profonde. Ça, nous ne le faisons jamais. La faute, c'est toujours l'autre. La faute, c'est toujours l'autre. Vous savez qu'il y a eu un moment ici des braconniers qui ont sorti des points d'ivoire en grande quantité et que c'est le Rwanda qui a mis la main sur ce point d'ivoire et qui les a rapatriés au Congo. Vous vous rendez compte un peu de la porosité de nos frontières à nous? C'est cela la grande question. Ce qui se passe, c'est que ceux qui arrivent au pouvoir ne sont pas très préoccupés par les sœurs des Congolais et du Congo. Ils pensent plus à leur enrichissement personnel. Et quelquefois, quand il y a maintenant des problèmes cruciaux qui se posent, ils prennent des attitudes pour montrer que je suis patriote. En réalité, c'était des choses à régler depuis 1 an, depuis 2 ans. Ils n'ont jamais fait. La préoccupation de nos dirigeants est ailleurs. Comprenez? Très bien. Vous pouvez augmenter l'Assemblée provinciale, passer les députés nationaux à 21 000 $ et pas tout le reste des Congolais. 21 000 $ le mois, vous vous rendez compte? Vous avez vu des députés nationaux ici s'indigner, dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je me répète, je l'ai déjà dit.
La commission, elle est où, ad hoc, qui a été créée sur cette question? Où est le rapport? On attend la suite chez Pépé Mbosso. Alors, on a le Mike Moukébaï. Il regarde vos analyses. Il reste pratiquement une année et quelques jours avant la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Vous pensez qu'il sera à mesure de renverser cette tendance à maintenir le Congo sous la tutelle de la communauté East Africa? Nous n'avons pas d'autre choix. Ça va y rester. Mais vous avez... En attendant peut-être un autre leadership après 2023. On va y rester dans quand le président burundais a fait sa sortie, vous avez entendu Félix Tshisekedi broncher? C'est décidé. Et c'est décidé. Et avec la bénédiction de la communauté internationale, c'est décidé. C'est la nouvelle MONUSCO qui s'installe en République démocratique du Congo. Je ne sais pour combien d'années. Là, c'est difficile. C'est la nouvelle MONUSCO qui s'installe en République démocratique du Congo. Je ne sais pour combien d'années. Merci. Merci, honorable. Il n'y a pas eu de réponse de la part de Kinshasa. Silence radio. À la sortie, donc, c'est-à-dire, Kinedimo fait quoi? Consent. Merci. Très bien, honorable Mike Moukébaï Nkosso. Les contradictions à la Commission électorale nationale indépendante, parce que d'après vous, ce sont peut-être les élections qui pourraient être considérées comme une issue à ces problèmes à travers les changements de leadership, non seulement au sommet de l'État, mais à tous les niveaux. Mais déjà, ces élections posent problème par rapport à l'organisation, par rapport au processus. Nous avons été très de contradictions au niveau du bureau de la Commission électorale nationale. Nous avons été très critiques. Autour du délai. Nous avons été très critiques. Le NICAD m'avance des chiffres, un délai, mais qui est contredit par un autre membre du bureau qui s'appelle Patricia Sia, le rapporteur. Finalement, nous partons dans un climat de contradiction. Déjà, nous avons été très critiques à la publication de ces calendriers. En retour, nous avons eu droit aux insultes. À une volée de bois vert. Volée alors. Alors maintenant que la contradiction s'installe au bureau entre le président et celle qui est chargée en fait d'accomplir cette tâche. La révision du fichier électoral. Celle qui est chargée. C'est intenable, c'est irréaliste. Dites-moi. Elle aussi a été insultée. Dites-moi. Et tu sais la meilleure c'est quoi? C'est que c'est la représentante de l'UDPS. En tout cas, celle qui vient du camp du chef de l'État. C'est elle. C'est elle. Donc quand elle est dit, donc vous pouvez vous dire qu'il y a quelque part une complicité avec le chef de l'État lui-même, non? C'est sa représentante. Complicité à quel niveau? C'est celle qui a été désignée par la famille politique du chef de l'État pour la représenter là-bas. Mais son avis est technique. Donc quand elle parle, oui, son avis est technique, et vous savez comment ça s'imbrique les techniques et les politiques en République démocratique du Congo, surtout chez nous. Donc vous pouvez vous dire que quand elle a parlé, donc elle a parlé avec la caution de sa famille politique. Donc sa propre famille politique n'y croit pas. Elle parle des délais. Mais moi j'ai évoqué cette question des délais. Dans les critiques que j'ai émises à l'endroit de son calendrier, j'ai émis des critiques, mais en demandant à Kadima d'appliquer son calendrier. Que moi, je ne les rejetais pas. Les mêmes là. Oui. Vous voulez pas. J'aimais des critiques. Oui, moi, j'aimais des critiques. Mais qu'il l'applique. Ah, mais. Oui. C'est pas une contradiction, honorable Mike. J'aimais des critiques. J'aimais des critiques. Oui. J'aimais nos critiques. J'aimais des critiques. Mais je ne peux pas lui demander, moi, de rejeter ce calendrier-là. Sinon, qu'est-ce que mes détracteurs diront? Ah, ils ont peur des élections. Ils ont besoin ils veulent un glissement. Nous lui demandons de l'appliquer. Entre autres critiques que j'ai émises, moi, c'est sur cette question des délais. Je m'interrogeais, je me disais, au jour d'aujourd'hui, le Congo a connu un accroissement démographique important. Ce qui implique que Kadima aura à enrôler plus d'électeurs que ses prédécesseurs. 50 millions, ce qui est prévu. Ok. Alors, il a 50 millions d'électeurs à enrôler. Il a subdivisé la République démocratique du Congo en 3 aires opérationnelles. Aire opérationnelle 1, aire opérationnelle 2, aire opérationnelle 3. Je prends l'exemple de l'ère opérationnelle 3. Dans l'ère opérationnelle 3, Kadima aura enrôlé en 30 jours, s'il te plaît. Je t'ai entendu parler de 30 à 40 jours, nullement question de 30 à 40 jours. C'est 30 jours, calendaire net. Il aura enrôlé des Congolais dans 9 provinces, à travers tous les États-Unis,
aussi vaste qu'un continent, et le Canada, aussi vaste qu'un continent. En 30 jours, je m'étais posé la question, si c'était réaliste. En 30 jours, lui Kadima qui se plaint du manque de moyens, c'est que ça va lui coûter plus cher l'enrôlement aux États-Unis, au Canada qu'au Congo. Pourquoi? Parce qu'ici, nous bénéficions d'une certaine infrastructure qui est mise à la disposition de la CENI gracieusement. Les écoles où la CENI installe les kits électoraux, aux États-Unis, il faudra louer les locaux. Combien ça va lui coûter? Au Canada de même, il va en installer combien des bureaux là-bas? Ça ne l'a pas dit. Ici, il a fait une cartographie. Et la cartographie d'enrôlement aux États-Unis, elle est où? Et au Canada? Combien ça va lui coûter les locaux qu'il va louer là-bas? Le personnel partira d'ici pour aller s'installer là-bas. Titre de voyage, séjour hôtel, ainsi de suite, restauration. Et vous ne le payerez pas au coût de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo. En ce moment-là, vous le payez en expatrié à l'extérieur du pays. En a-t-il le moyen? Je me suis interrogé à haute voix. C'est pourquoi je vous dis qu'il applique son calendrier. Est-ce que moi, je ne fais que m'interroger à haute voix? Et voilà que madame la rapporteure se pose la même question sur les délais. Donc vous comprenez que c'est un calendrier qui nous a été balancé juste pour répondre aux pressions. Il y en avait tellement, il a dit, bon, foutez-moi la paix, prenez ce calendrier-là. Mais que sur le plan pratique, ce calendrier n'est pas réalisable. J'ai évoqué la dernière page de ce calendrier. Là, il est question de contraintes, de contingences. Les contraintes, on peut les lister sur le cas de force majeure. C'est-à-dire quelque chose qui ne dépend pas de ma volonté, mais qui s'érige un obstacle sur mon chemin. Quand vous dites contrainte financière, retard dans les décaissements des fonds, est-ce que ça c'est une contrainte? Est-ce que ça c'est une contrainte ou une faillite de la part du gouvernement? Donc le gouvernement ne décaisse pas de l'argent à temps. Est-ce que c'est une contrainte? Une contrainte peut-être pour lui Kadima, mais ça ne l'est pas. Ce que ça signifie, il a posé le problème au gouvernement et le gouvernement ne lui a pas donné de réponse. Donc ce calendrier est réalisé en ce que les moyens qu'il attend du gouvernement ne seront pas libérés à temps. C'est cela. Ce qu'il y a à craindre. Il aligne une autre contrainte, il dit impératif de temps avec obligation de transport aérien qui aura une incidence importante sur le budget. Donc les délais sont tellement serrés qu'il faut procéder par le transport aérien pour que la logistique arrive très vite. Coûteux. Qu'est-ce que ça c'est une contrainte? Ou c'est un besoin? C'est un besoin exprimé au gouvernement en tenant compte des délais qui sont très serrés. Les gouvernements disposent-ils des moyens ou pas? Donnez-nous la réponse. N'en faites pas une contrainte. Alors quand on en fait une contrainte, c'est que le gouvernement n'a pas apporté la réponse à ces besoins-là. Ce n'est pas une contrainte. Il va plus loin, il parle du Covid comme une contrainte. Est-ce que le Covid a été rétrogradé en une maladie endémique? Ce n'est plus une épidémie redoutable. Nous vivons avec le Covid et nous vivons avec le Covid demain comme nous vivons avec la malaria. Vous êtes atteint du Covid, vous vous présentez à un centre hospitalier, vous êtes soigné en ambulatoire, vous rentrez chez vous, vous prenez le soin. C'est fini, ce n'est pas une contrainte. Vous voyez qu'il cherche à quelle branche s'accrocher le moment venu. Apparemment, lui-même n'y croit pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Ben, alors, allons-y. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre. Qu'est-ce que nous connaissons, vous et moi, de l'état des lieux sur la logistique présentement disponible à la CENI? Les dernières informations que nous avons reçues de la presse nous parlaient d'une certaine presse. Cette presse contre-randiste qui se contente de relayer ce qui lui a été dit moyennant $100. Cette presse nous a dit les premiers lots de machines est arrivé. Je suis un journaliste. C'est quelle information que ça? C'est comment, quelle façon de traiter l'information? Et le premier lot signifie quoi? Il faut nous dire combien de machines sont arrivées. Mais c'est ça l'information. Combien de machines sont arrivées? Il en reste combien? Et elles arriveront quand? Nous n'en savons rien sur l'état de lieu de la logistique disponible aujourd'hui sur place. Nous n'en savons rien. Vous et moi, nous n'en savons rien. Et ce qui est plus grave, même vous, la presse, vous n'en savez rien. Ça, c'est très grave, la logistique. Mais prenons le côté formation. La formation devait commencer depuis le 1er novembre. Elle a commencé en retard à peine il y a 2 semaines. Largement en retard. Et à ces jours, je ne sais pas si ces modules de formation est déjà arrivé à terme, la CENI, à ce jour, n'était en train encore de former que 1500 formateurs
Donc ceux qui vont à leur tour maintenant aller former des agents. Nous sommes les 10 aujourd'hui. Maintenant, il faut former des milliers d'agents à travers toute la République démocratique du Congo. Mais jusqu'il y a peu, la CENI n'était encore qu'à former les formateurs qui, à leur tour, vont former des milliers d'agents à travers toute la République. Vous croyez que l'enrôlement va commencer le 24 décembre? Tant de questions qui ne trouvent pas de réponse. Notre péché à nous, c'est d'avoir posé toutes ces questions à haute voix. Et voilà que nous sommes rejoints par celle qui, au bureau, est chargée d'assumer cette responsabilité. Elle dit que ces choses ne sont pas de nature à entretenir le climat de confiance entre la CENI et le parti. Et alors, ce qui est merveilleux, à moins que vous me fournissiez la preuve du contraire, vraisemblablement, Kadima s'étudie dans toutes les langues, il n'a pas répondu à ces préoccupations. C'est un expert. Ce sont des préoccupations d'ordre public. C'est une combinaison interne, mais les questions qui sont posées sont d'ordre public. Là, il doit répondre aux Congolais, pas à la dame questeur. Voilà ce qu'elle dit. Il est en difficulté. Ah, voilà. Voyez-vous? Il est en difficulté. Ben voilà. Très bien. Donc nous attendons le 24. Moi, j'attends le 24. L'enrôlement des électeurs. Point barre. Rien d'autre. Kadima coincé avec son calendrier. Oh, le pauvre, j'ai pitié de lui. L'expert. Il va porter une responsabilité tout simplement parce qu'il n'arrive pas à s'assumer en tant que lui. Il est venu prendre un processus en charge. Le processus était nettement déjà en retard. Plutôt que de se dire qu'il faut un miracle pour le faire et vaut mieux que je ne m'engage pas, il s'est engagé. Il emportera la responsabilité historique. C'est dommage. Mais la réalité est que celui qui devra répondre est ailleurs. Il est au palais de la nation. C'est lui. Félix Antoine Tshisekedi. On finit par cette question d'actualité. Le chef de l'État va prononcer son discours sur l'état de la nation, je crois, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Dans le minute qui suivent, honorable Mike Moukebaï, je lis déjà la déception sur votre visage. Ma réponse va être laconique. Laconique. Sur qu'il est, il n'y a rien à signaler. Oh. Sur qu'il est, il n'y a rien à signaler. Oh là là. C'est tout. Sur qu'il est, il n'y a rien à signaler. Sur qu'il est. RS. Rien à signaler. C'est ça. Le président va parler quand même. S'il vous plaît. Il n'en est pas à son premier discours devant le Congrès. J'en ai entendu d'autres. Même un discours où il a dit, mon Dieu, députés nationaux, les Congolais attendent de vous, les ponts, nous. Et alors l'exécutif, les frais funéraires. Donc, waouh! Alors quand vous dites que les députés attendent, les Congolais attendent de nous de frais funéraires, monsieur, vous vous imaginez que je peux enterrer combien de Congolais par mois? Dites-moi un peu. Même les frais de mariage. Et quand j'ai entendu un tel discours du chef de l'État, vous voulez qu'à son prochain discours, que j'arrête mes activités et que je m'assoie devant le petit écran et que je le suive. Vous voulez? Chef de l'État qui dit que le Congolais attend des députés des ponts, pas de contrôler l'exécutif qui a la mission de construire ces ponts. Nous allons construire ces ponts avec quels moyens? Des ouvrages de quelle dimension? Avec mes revenus. Même alors avec les 21 000 $ que vous octroyez aux députés, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir aux Congolais? Quand on dit que nous, les députés, nous assistons le Congolais, c'est devenu même... on va institutionnaliser ça un jour même, j'imagine. Surtout si Félix est encore là. Peut-être que l'année prochaine, il le fera. Mon cher ami, je peux aider combien de Congolais? Dites-moi. Avec mes revenus. Mais les 21 000 députés, il peut assister combien de Congolais? Réellement les assister. Quand un Congolais se présente chez moi, qu'il a un enfant malade, que je lui donne 50 ou 100 $, c'est ça assister un Congolais? Sans penser à la suite. Le lendemain, s'il se présente encore à la guérite chez moi, je me cache. C'est ça la triste réalité que nous ne disons pas aux Congolais. Voilà, il y a une question que je vais poser à honorable Mike Moukebaï. Vous pouvez vous imaginer? Par rapport au discours du président de la République, c'est un discours qui intervient avant la fin de son mandat, donc avant la dernière année de son mandat de 5 ans.
Est-ce que ce n'est pas un discours bilan au cours duquel Félix doit dire aux Congolais ce qu'il a fait, là où il a pris l'État, là où l'État se trouve aujourd'hui, et nous dresser quand même son bilan, s'il est positif, nous dire dans quel secteur, s'il est négatif, nous dire dans quel secteur et pourquoi cela n'a pas marché. Et à ce moment-là, peut-être le Congolais aura une idée il te présentera un bilan, puisqu'il n'a pas la même appréhension des faits que toi. Lui, il est convaincu qu'il a beaucoup fait pour le Congolais. Il te présentera un bilan. Et sûr de lui, il te présentera un bilan. Il va te parler de la gratuité de l'enseignement, sans prendre en compte le revers de la médaille de la gratuité. Ces classes, aujourd'hui, les classes de 120 élèves avec un seul enseignant. Ça, il ne vous le dira pas. Il va te parler des augmentations opérées ici et là, du côté de la fonction publique, ainsi de suite, mais sans prendre en compte le pouvoir d'achat, qui s'est érodé sensiblement, au point que ces augmentations-là ne représentent même pas 0 franc congolais. Ça ne te prendra pas en compte. Moi, j'achète du carburant pour ma voiture chaque fois que je sors. Je ne sais plus au jour d'aujourd'hui combien je mets dans le réservoir de ma voiture. Je ne tiens pas, ça me pèse énormément. Je suis élu, assez payé par l'État. Je ne tiens pas. Quand jamais pour autant, 2 jours après, je demande à mon chauffeur, monsieur, je t'avais donné l'argent bancaire. Il dit, écoute, j'ai augmenté de prix et puis de dépréciation, ainsi de suite. Ce n'est plus la même vie qu'hier. Moi, je le ressens en tant qu'élu. Et le Congolais moyen? Quand je dis Congolais moyen, c'est même gentil. Les petits Congolais. Mais il te présentera un bilan. Qu'est-ce qu'il dira, par exemple, au plan sécuritaire? Il te dira, quoi? Qu'est-ce qu'il dira au plan sécuritaire? Ah oui, il trouvera à dire, hein. Ah, t'en fais pas, il trouvera à dire. Il trouvera à dire. Il y a un complot international. Ah oui, ouais, voilà, il va accuser, Congo, non? C'est ça. Le Congo. C'est ça. Il n'ouvrira jamais l'état de lieu de sa responsabilité. Non, de l'état des sièges. Nous en sommes où? Quand vous parlez de tout ça, état des sièges, Nord Kivu, Ituri. Et c'est dans une province en état de siège que les M23 ont traversé la frontière avec beaucoup de facilité. En moins de 24 heures, une nuit a suffi et les M23 étaient à Bunagana. Alors, à quoi ça sert cet état de siège? Et personne n'en parle plus. Et les prolongations sont devenues automatiques, ainsi de suite. Et les députés ont oublié que c'est une question majeure en ce qui concerne les libertés publiques, qu'il faut faire une évaluation. La dernière évaluation qui avait été faite nous avait montré que cet état de siège était sur très mauvaise voie. On a laissé le pays continuer à aller droit au mur. Nous sommes maintenant dans le mur, on ne veut pas reculer. Fera un bilan. Il en présentera sur le plan sécuritaire. Il va trouver des sorciers par-ci, par-là. Il va dire combien lui travaille à la promotion de la démocratie face à Kagame. Mais quand il parle de la promotion de la démocratie, il n'évoque pas par ailleurs sa promesse. À l'époque, comme quoi qu'une fois en responsabilité, il allait fermer le cachot de l'ANER. Ça, il ne va pas évoquer. Lui qui donne des leçons de démocratie. Mais oui. Kagame. Et alors, ce cachot à lui de l'ANER, il avait promis de le faire. Je vais recommander aux Congolais de suivre la chanson de Bob Elvis. Oui, la chanson de Bob Elvis a été censurée. Maloko. Sournoisement. Sournoisement. Pourquoi vous avez recommandé aux Congolais de suivre la chanson de Bob Elvis? Ah ben c'est une chanson comme toute autre. Pourquoi celle-là doit faire l'objet d'une censure? Vous n'avez jamais recommandé aux Congolais de puisque celle-là est censurée. Quelle est la particularité de... Ah, celle-là. Ah, la particularité. D'abord, elle s'intitule Maloko. La promesse que Félix Tshisekedi nous avait faite. À vous, à moi, d'autres Congolais fait la promesse de qui portent de voix dissidente à la sienne. Nous avons fait la promesse de Maloko, comme si c'était lui les juges. Et après, vous parlerez de séparation de pouvoir. Alors, il nous a fait la promesse de Maloko. Cette chanson s'intitule Maloko. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est dit en introduction de cette chanson. Cette chanson revient sur des déclarations de Félix Tshisekedi quand il est du temps de l'opposition. Ah oui, quand on dit que le président détourne, on dit que c'est outrage, on va continuer à dénoncer. Les gens ont applaudi. Et puis un jour plus tard,
Il est devenu président de la République. Quand vous dites que le président détourne, c'est quand même grave. Les Malocs, ou alors? Les Malocs, ça va se remplir. Ah, alors les jeunes gens qui jouaient au jeu de dames, qui ont suivi les délégations, se sont mis debout et ont même renversé les damiers, parce qu'ils ne comprenaient pas que de la même source sortent de propos extrêmes comme ça, les uns des autres, de la même source. Et alors, plus loin, ce qui est intéressant, c'est que cette chanson-là ne renvoie à aucun nom d'une personnalité. Ne parle que de béton. Je ne sais pas ce que c'est ça, c'est ce qui fait mal. Je ne sais pas ce que c'est ça, c'est ce qui fait mal. Maïe, Tony Nakisacha, béton. Tout comme Kouli Mbami Chateau, béton. Mais c'est la même personne qui donne des leçons de démocratie à Kagame. Qui dit, il promet les Malocs aussi. Il a la tête d'un régime qui censure. Les opposants. Mais ici, il nous a promis les Malocs. Contradiction. Voilà. Merci beaucoup. La bonne humeur aussi, c'est bon pour la fin de l'émission. Honorable Mike Moukebaï. On a fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mon invitation, Honorable Mike Moukebaï. Je rappelle que l'honorable Mike Moukebaï est cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Il est élu député provincial de la commune de Lingwala. Il siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est avec lui qu'on a eu le plaisir de partager ces moments de télévision très agréables. Nous espérons que vous aussi vous passerez un moment agréable avec notre chaîne YouTube. Bon week-end à vous et à tous ceux-là qui vont partager l'émission, qui vont liker, qui vont s'abonner. Merci à Eric Moukeba qui est venu pour réaliser cette émission de Main de Maître. Je vous retrouve avec le même plaisir, avec d'autres contenus qui vous feront certainement du bien.